Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. La CONQUETE de la PRESIDENCE. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau qu'on se le dise au fond des ports. Dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Georges Brassens. L'étiologie d'une candidature. C'est en 1998, à la mi-temps du mandat de mon prédécesseur, Jean Lemerle, et bien avant que le marigot universitaire ne commence à s'agiter, que j'ai décidé de me présenter à la présidence de l'université Pierre et Marie Curie. Une tradition bien établie voulait que le président de notre université soit alternativement un scientifique ou un médecin. En réalité, lorsque le président était un médecin, il était adoubé par la communauté médicale, c'est-à-dire par les doyens des 3 facultés de médecine, mais une règle non écrite voulait qu'il ne déplût pas trop au syndicat. Or, mon principal adversaire putatif était Philippe Thibault, doyen en fonction à la faculté Saint-Antoine. S'il n'avait pas commis d'erreur, il m'eût été difficile de le battre. Mais, à l'époque, le débat sur la réorganisation des hôpitaux de Paris commençait et il s'était affiché clairement pour un rapprochement avec le CHU Henri Mondor, composante de l'université de Créteil. Il était perçu comme un homme du système hospitalier et militait de fait pour un relâchement des liens entre les CHU et l'université qu'il connaissait d'ailleurs fort peu. C'est sur ces sujets que j'ai mené ma campagne pour le mettre hors jeu. À plusieurs occasions, il avait pris la parole devant le conseil d'administration avec morgue et suffisance, et commis l'erreur de s'impliquer dans le débat statutaire. 11 était en effet de tradition à l'UPMC, que les directeurs des UFR scientifiques et les doyens des facultés de médecine invités au conseil ne parlent que s'ils y étaient invités par le président. Quand il prit conscience de son erreur, il était trop tard pour y remédier, il préféra jeter l'éponge. Le second candidat déclaré était un professeur de biochimie à la faculté Pitié-Salpêtrière, élu vice-président pour la médecine à l'occasion de l'élection de Jean Lemerle, et qui ne souhaitait être réélu vice-président qu'avec droit de succession. Il fut élégamment écarté de la vice-présidence, à l'occasion du renouvellement des conseils en 1998. Les doyens recommandèrent alors pour le remplacer Philippe Grenier, radiologue à la Pitié-Salpêtrière avec lequel je m'entendis fort bien, qui devint mon ami et m'aida discrètement dans mon aventure présidentielle. Le mécanisme de sélection des présidents médecins par les doyens se justifiait sans doute lors de la création de l'université pour consolider une union qui n'allait pas de soi, entre une partie de la faculté de médecine et l'héritière de la faculté des sciences de Paris. Mais après 30 années, il me semblait important d'y mettre fin et malgré mes handicaps connus, j'avais beaucoup d'atouts pour l'emporter et poursuivre en l'amplifiant l'œuvre de réforme entamée par Jean Lemerle. J'ai toujours eu une appréciation positive sur l'action de mon prédécesseur à la direction de l'université, même lorsqu'une ou 2 fois les aléas de la vie universitaire nous opposèrent. Dans ma campagne, cela allait de soi puisqu'il m'apporta un appui sans réserve, mais aussi tout au long de mon mandat j'ai réaffirmé, et j'en reste convaincu aujourd'hui, que ce fut le premier président qui permit de créer les conditions d'une évolution capitale du management de l'université. C'est donc naturellement d'abord à Jean Lemerle, le président en exercice qui m'avait confié des responsabilités, que je me suis ouvert de ma décision d'être candidat, puis à un très petit nombre de personnes, tout d'abord à mon épouse Françoise bien sûr, à Dimitri Léca, éminence grise du SNESUP à Jussieu que j'avais apprécié pendant les 4 années que je venais de passer à la présidence, à Jean Chambaz et Maryse Andréani qui avaient été mes plus proches collaborateurs et avaient secondé avec efficacité lors de la création de notre laboratoire au CHU Saint-Antoine. Ils sont restés à mes côtés comme l'eau et le feu, et constituaient des appuis indispensables pour maintenir ma réactivité intacte pendant la campagne d'abord, puis durant les 5 années de mon mandat ensuite. Pas une fois, ils ne m'ont fait défaut. J'allais voir ensuite le directeur de l'UFR de biologie, Jean Gerdou, qui restera un appui ferme jusqu'à son départ de l'université et au-delà. Il me fit rencontrer Patrick Porcheron que nous verrons bientôt en action lors de la réforme de l'enseignement. À ma demande, Jean Lemerle inclut Patrick dans son équipe pour qu'il s'acclimate à la direction. Très vite Sophie,
la secrétaire que j'avais recrutée à l'hôpital Saint-Antoine lorsque j'avais été désignée chef de service, accepta de me suivre dans cette aventure et pour ce faire accepta de quitter un statut confortable de secrétaire médicale pour entrer dans un corps universitaire. 2 est très important pour un candidat à la présidence d'avoir une secrétaire dévouée, efficace et discrète. Les actions préparatoires à ma candidature étaient nécessaires. Il me fallait en particulier rejoindre la direction de l'université et avoir un certain poids dans les conseils, et Sophie m'avait donné un sérieux coup de main lors des élections de 1994, lorsque j'avais monté des listes d'opposition en médecine, puis lors des élections de 1998 pour préparer cette fois mon accession à la présidence. Pour la former à ces nouveaux horizons, elle devait se familiariser à la vie universitaire. J'ai alors négocié son détachement sur un emploi de l'université, et elle put ainsi rejoindre mon laboratoire universitaire. Son apprentissage des arcanes de l'administration universitaire et du CNRS nous a été fort utile par la suite, car c'était l'époque de la mise en place des logiciels de gestion XLab, Labintel et Nabucco. Cet exercice l'a initié à la souplesse proverbiale des services financiers de l'université et du CNRS, ainsi qu'à l'irresponsabilité de certains universitaires, y compris les plus brillants. Dans ses fonctions, par la suite, elle montra une grande faculté d'adaptation et d'intelligence relationnelle, car il n'est pas toujours aisé de trouver sa posture et son indépendance au service de son patron. Zut, on va encore dire que je parle comme un chef d'entreprise. Et de résister à ces différents lieutenants, non plus que de faire face à la multitude de chercheurs plus ou moins caractériels qui veulent tout de suite. Ou encore de protéger le président sans en avoir l'air, face au secrétaire général, au chef de cabinet, au vice-président, même et surtout si ce sont ses amis. Sans compter les multiples emmerdeurs qui font le quotidien d'un secrétariat présidentiel. Mais, fine mouche, Sophie l'a toujours fait avec simplicité et discrétion. Toujours. Sauf la fois où elle a sèchement raccroché le téléphone à l'oreille d'un recteur, qui devenait désobligeant. Faire de l'impression de crise des thèmes de campagne sans démagogie. Les années passées tant dans les conseils qu'à la présidence de l'université avaient forgé en moi une solide conviction que l'heure des réformes avait sonné à l'université. Mais il fallait agir avec prudence et bien identifier où se situaient les résistances principales au changement. Sur de nombreux aspects, les universités françaises étaient en crise. Les exigences statutaires de l'État en constituaient l'exemple le plus frappant. Au sein de notre université coexistaient 2 secteurs. Le secteur des sciences, organisé en 9 UFR, 2 écoles d'ingénieurs et 4 écoles internes, était soumis à la règle stupide des 192 heures d'équivalent de travaux dirigés. Un cours valant 1 fois et demie le temps d'un enseignement dirigé, et 2 fois le temps d'une séance de travaux pratiques, alors qu'en sciences, l'effort pédagogique principal ne peut se concevoir qu'en groupe constitué d'un petit nombre d'étudiants assortis d'un dialogue fort avec les enseignants. De son côté, le secteur médecine, organisé en 3 facultés de médecine et une UFR de stomatologie, était quasiment autonome et bénéficiait d'un régime particulier puisque la seule règle appliquée au personnel hospitalo-universitaire était d'être présent 5 jours et demi par semaine, dont 5 demi-journées étaient en principe consacrées à l'hôpital. Pas de contrôle donc d'un enseignement médical qui se réalisait d'abord au lit du malade, au sein des services hospitaliers, et une surveillance tatillonne d'un enseignement scientifique sans validation du temps passé à l'encadrement des stagiaires au sein des laboratoires. Bref, 2 poids, 2 mesures. L'évolution de la recherche était telle qu'il était devenu primordial de préserver le capital temps des jeunes enseignants-chercheurs recrutés, afin de leur permettre de rester compétitifs, et c'était de plus en plus difficile dans les disciplines scientifiques. Ce fut d'ailleurs l'une des causes majeures du divorce qui se manifesta lors de la crise de la recherche entre les jeunes maîtres de conférences et les chercheurs statutaires, et qui bloqua toute avancée historique vers la réunification des statuts. Le système de comptabilisation des charges d'enseignement était redoutable pour les enseignants scientifiques. Pour y parer, je prenais la constitution d'équipes pédagogiques comme structure permettant d'opérer une répartition des tâches d'enseignement au plus près du lieu de travail. Même s'il était nécessaire de prendre en compte l'ensemble des activités enseignantes au titre des activités de formation,
j'ai toujours refusé le carcan des 192 heures statutaires et je comptais bien en faire un thème de campagne. Cette règle avait été acceptée par la direction du SNESUP au cours de négociations avec un gouvernement de gauche alors que j'avais quitté la direction du syndicat. Elle était destinée à s'assurer de la présence minimale des enseignants des sciences humaines et sociales, dont on sait bien qu'ils ont majoritairement une activité intellectuelle importante, dans la rédaction de leurs livres, la tenue de leur cabinet d'avocats ou leurs activités de consultance, toutes choses fort respectables mais orthogonales avec une activité de recherche soutenue dans les sciences expérimentales. Cette règle fut à l'origine de nombreux abus. J'avais eu l'attention attirée par certains qui, n'ayant plus d'activité de recherche, doublaient leur salaire à l'extérieur de l'établissement quand ce n'était pas à l'intérieur en abusant des heures complémentaires ou d'activités de formation permanente. Il en ressortait la situation stupide que les plus mal payés étaient les maîtres de conférences, engagés pleinement dans des activités de recherche, et les nouveaux professeurs qui devaient asseoir leur autorité en constituant leurs équipes de recherche et leurs unités d'enseignement. Si ce phénomène restait marginal dans notre université, il était patent et jetait la suspicion sur l'institution. Le malaise était accru par le fait que les primes d'encadrement doctoral, censées évidemment être décernées en fonction d'une activité d'encadrement de la recherche des thésards, étaient attribuées par des comités nationaux ad hoc, selon des critères opaques et élastiques qui défavorisaient les grandes universités de recherche, lesquelles par ailleurs auraient été tout à fait à même d'en effectuer la répartition pourvu que le budget nécessaire soit prévu dans leur contrat. Le second point de blocage résultait de la façon dont la loi Savary avait organisé une autonomie en trompe-l'œil, en plaçant les universités sous le double contrôle des technocrates du ministère et des syndicats. Le système électoral retenu, à savoir des listes incomplètes avec possibilité de panachage, permettait tous les tripotages et tous les maquignonnages. Il suffisait évidemment de rayer de sa propre liste les candidats les plus remuants perçus comme une menace, en les remplaçant par des candidats anodins des listes opposées, pour faire tomber les ténors de la partie adverse. Évidemment, le sport national consistait à placer des amis, certains diraient des taupes sur la liste opposée, à s'organiser au dernier moment avec un petit noyau d'électeurs sur le panachage dans le sens souhaité, ou encore à convenir avec ses colistiers des désistements nécessaires pour faire élire les personnes adéquates. Initialement, le système avait été mis en place sous la pression de la gauche anti-syndicale et du mouvement Qualité de la science française, pour éliminer les leaders syndicaux. Dans de nombreux endroits d'ailleurs, plus on était inodore et sans saveur et plus on avait de voix. Évidemment, une bonne organisation du dispositif électoral donnait des majorités confortables, ce qui fut régulièrement le cas dans notre université au moins sous les 4 derniers présidents, mais n'assurait pas la présence au Conseil des meilleurs administrateurs possibles. Le deuxième effet de la loi fut de renforcer subrepticement le contrôle des énarques ministériels sur les universités, par le biais des secrétaires généraux et des responsables des principaux services à qui on expliquait gentiment qu'en se rapprochant des directions ministérielles sur tous les sujets, ils n'auraient qu'à s'en féliciter, y compris pour leur propre plan de carrière. La réforme de la nomination des secrétaires généraux par le ministre, certes sur proposition du président, mais qui devrait être choisie sur des listes restreintes en est une parfaite illustration. Il est d'ailleurs emblématique que la loi Pécresse n'ait pas supprimé cette anomalie. Le troisième point de blocage, et non le moindre, résultait de l'hypocrisie absolue du système d'enseignement sur laquelle je reviendrai le moment venu. Comme le mot sélection était banni et que naturellement, l'excellence était partout, chacun, maladie bien française, cherchait à se constituer son petit précaré. L'offre de formation avait donc dérivé au fil du temps en un magma informe dans lequel seuls les étudiants initiés par un proche, ou un enseignant dévoué, il y en avait quand même quelques-uns, arrivaient à se frayer un chemin dans le maquis des unités d'enseignement et les parcours multiples des DUG avec tous ses dérivés, des licences, maîtrises, magistères, DEA et DESS qui au total, dans notre université, représentaient plus de 200 intitulés. Et que dire de la médecine dont l'enseignement n'avait pas beaucoup évolué, et où, en toute légalité, les officines privées rançonnaient les étudiants, que ce soit pour la préparation du concours de fin de première année ou pour celui de l'internat,
alors que les droits d'inscription perçus par l'université restaient ridiculement bas. La campagne électorale. Pourtant les choses commençaient à bouger. Après 3 mandats où s'étaient succédés en alternance 2 physiciens et un médecin, André Herpin lors de sa création jusqu'en 1976, Jean Draille de 1976 à 1982, puis André Astier de 1982 à 1986, Michel Garnier, autre physicien, fut le premier à asseoir une présidence centralisée et à commencer l'assainissement des finances. 11 fut aussi celui qui comprit la nécessité d'un consensus de direction, en réussissant à associer à la présidence des syndicalistes patentés et des personnalités modérées. C'est ainsi qu'il maintint dans son équipe Dimitri Léca et Pierre Monjol qui étaient arrivés à la présidence de l'université avec André Astier. Je me rappelle d'ailleurs les discussions mémorables que nous avions eues à cette époque au conseil syndical, contre la faction gauchiste qui refusait absolument de participer à la gestion de l'université, et que nous avons constamment depuis lors mise en minorité. Cependant, et bien qu'il ait été à l'origine de changements importants, je ne suis pas sûr que Michel Garnier ait toujours pris les bonnes décisions pour assurer le développement de ce qui était déjà une université de réputation mondiale. Cette réputation, bien assise à l'étranger, lui était déniée par les élites françaises, y compris par un grand nombre de ses propres professeurs pour lesquels seule comptait l'école normale supérieure ou l'école polytechnique et dont l'objectif principal était de finir leur carrière au Collège de France. C'est sous sa présidence que les tentatives de démembrement commencèrent sous couvert de politique de régionalisation. Je suis persuadé que si, dès cette époque, nous nous étions dotés d'une gouvernance, comme on le dit de nos jours, adéquate, l'UPMC ne serait pas aujourd'hui à la 39e position mondiale, ce qui n'est, avouons-le, tout de même pas très glorieux pour la première université française. Mais ce que Michel Garnier fit de mieux fut de commencer à faire remonter les reliquats financiers divers non dépensés en fin d'année, et de demander à Jean Lemerle, détaché au rectorat depuis 3 ans où il avait mis en place la mission académique pour la formation permanente du personnel de l'éducation nationale, de rejoindre la présidence de l'université. Il lui confia alors la direction des relations extérieures. Par la suite, Jean-Claude Legrand fut le premier à remettre à l'ordre du jour le parachèvement du campus et à s'opposer à son démantèlement, et Jean Lemerle, qui fut son vice-président, put commencer des réformes de structure dans l'organisation de l'université. L'année 2000 faillit bien être fatale à mes ambitions. En mars, je me découvris un ganglion cervical inquiétant. Après une visite chez les stomatologues de la Salpêtrière, et un scanner qui confirmait mes craintes, mon ami Pierre Coria me confia immédiatement au professeur Lama qui réalisa début avril un curage large de toute la chaîne ganglionnaire accompagné d'un examen extemporané. Ce ganglion se révéla être une métastase unique, d'un cancer dont la localisation initiale précise resta inconnue malgré de nombreuses investigations. Pour plus de sûreté, dès la plaie cicatrisée, je fus mise entre les mains du radiothérapeute qui, m'a-t-on dit à l'époque, irradiait la plupart des cancers ORL parisiens. Il n'y alla pas de main morte. Philippe Grenier qui me suivit particulièrement et Pierre Coria me déconseillèrent de modifier mes plans, jugeant sans doute que la campagne électorale allait constituer un excellent dérivatif à l'anxiété de guetter une récidive éventuelle. Évidemment, Jean Lemerle et mon premier cercle furent mis dans la confidence et l'on décida que je resterais discret jusqu'à la fin de mes séances de radiothérapie. Pour ne pas éveiller l'attention, celles-ci furent organisées très tôt le matin, à la Salpêtrière. Ce n'est que tard dans la campagne que certains évoquèrent ma situation médicale, à laquelle je ne fis d'ailleurs jamais allusion. Pour préparer cette élection, j'avais, avant cet épisode médical, constitué un petit groupe opérationnel avec Nicole Bernard, maître de conférence proche de Jean Lemerle, qui connaissait bien les rouages du campus Jussieu. Nous nous réunissions régulièrement dans son service à l'annexe de la rue Cuvier. C'est ce groupe qui progressivement constituera l'embryon de l'équipe de direction. Nous y discutions des problèmes de l'université et des thèmes de campagne. Nous faisions le point régulièrement sur les services, les laboratoires, les personnalités, les membres de l'assemblée de l'université que je devais absolument rencontrer. J'ai poussé l'élégance jusqu'à rencontrer aussi ceux dont je savais pertinemment qu'ils ne voteraient pas pour moi, et à leur laisser l'impression du contraire.
Je crois avoir été le premier candidat à la présidence d'une université française à ouvrir un site web pour y mettre mon curriculum vitae, ma profession de foi, et ouvrir ce que l'on appelle aujourd'hui un blog. Je lançai ma campagne en juin, et il fut décidé que je devais d'abord recevoir l'onction de mon syndicat et que je m'assure du vote étudiant, puis du SGENCFDT. J'ai donc demandé une réunion de l'Assemblée générale des syndiqués du SNESUP. Il y avait foule ce jour-là. Je leur ai donné les éléments de mon programme, et j'ai demandé un vote en précisant que s'il était négatif, je ne me présenterais pas. Aucune voix ne s'étant élevée contre, je me considérais investi. Pour le SNCS, l'entrevue s'est fait attendre, mais il se trouve qu'à l'époque, je dirigeais encore l'unité de recherche CNRS que j'avais créée, et que mes rapports avec les chercheurs de la composante médicale et des sciences de la vie étaient excellents. Pour préparer l'entrevue avec ses adhérents, la CFDT m'envoya un questionnaire auquel je me suis efforcé de répondre lors de ma rencontre avec eux. Les étudiants de l'UNEF qui faisaient partie de l'aile réformiste m'étaient favorables et d'ailleurs, au moment les plus durs de la mise place de la réforme pédagogique, ils restèrent constamment dans la majorité. Je rencontrai aussi les représentants des organisations étudiantes modérées de sciences et de médecine. Je connaissais mal les premiers, mais assez bien les élus étudiants en médecine car j'avais créé le club de rugby du CHU Saint-Antoine, et je pensais les avoir convaincus. Avec les syndiqués CGT, la rencontre fut amicale mais tendue. J'avais la réputation d'être un communiste réformateur, ce qui n'était pas tout à fait leur tasse de thé. Il était probable qu'ils partageraient leur voix. Comme devant les membres de mon syndicat et ceux de la CFDT, je me suis expliqué avec honnêteté, je crois. Naturellement, je mettrais en place les 35 heures mais pas à la mode CGT. Oui, j'étais pour les primes. Je reste persuadé que mon désir de défendre l'établissement à une période cruciale en a ébranlé quelques-uns. La section locale du syndicat FO était entre les mains des trotskistes lambertistes. Ce furent toujours des opposants à ma politique et je ne comptais pas sur eux. Par contre, le représentant de la Confédération m'accorda sa voix. Je me permis le luxe d'aller prendre le pastis avec les membres du syndicat Sud en sachant parfaitement qu'ils pratiquaient le système Thatcher. On discute, on obtient des concessions, mais au bout du compte on vote contre. Sud à Jussieu, c'est comme les nombres irrationnels, ça signifie le contraire de ce qui est écrit. Je ne leur promis donc rien. Pour l'UNSA ce fut plus compliqué. Je connaissais un certain nombre d'élus mais je les savais travailler par mes opposants et la scission de la FEN restait encore vive. Enfin, il y avait aussi l'élu d'un syndicat maison, qui avait été créé avec l'aide d'un ancien président et que je rencontrais par politesse car je n'en attendais rien. À l'automne, celle qui faisait fonction de directrice de la recherche à la présidence, porte-serviette du lobby des seconds couteaux physiciens, tenta de renverser la situation. Pour ce faire, elle alla chercher un concurrent auprès du doyen de la Salpêtrière, en lui faisant miroiter une élection sans problème. Elle trouva son affaire auprès des biophysiciens qui lui prêtèrent complaisamment un excellent candidat, professeur de médecine et polytechnicien qui avait quelques entrées dans un laboratoire où la CGT et le SNCS étaient fortement implantés. Elle joua également de ses propres accointances dans les syndicats, aidée en cela par la principale collaboratrice de Jean Lemerle qui à cette occasion perdit toute retenue. Le 22e étage de la tour administrative, siège de la présidence, résonna plusieurs fois de discussions orageuses qu'elle eut à ce sujet avec son président. La séance décisive, l'Assemblée de janvier 2001. Lors de la séance de l'Assemblée des trois conseils devant procéder à la désignation du président, j'étais très ému, mais en entrant en séance j'avais été rassuré par la présence de tous les élus étudiants de médecine venus m'offrir le maillot du club de rugby de ma faculté, les Petits Cochons de Saint-Antoine. Jean Lemerle m'invita à parler le premier, puisque j'étais celui qui avait fait parvenir sa déclaration de candidature au secrétaire général le premier. Devant la protestation de mon adversaire, le secrétaire général indiqua que c'était la seule interprétation possible du Code électoral général, puisque rien n'avait été prévu dans le règlement intérieur de l'université. Avec mon accord, il fut donc proposé à mon compétiteur de choisir l'ordre des réponses aux questions, et il opta de répondre le premier,
erreur stratégique car il me donnait ainsi l'opportunité de finir après avoir commencé. En allusion aux événements concernant l'amiante à Jussieu, je commençais ma proclamation en déclarant qu'il était de bon ton d'évoquer à chaque instant le principe de précaution, mais qu'il en était un autre tout aussi important, le principe de réalité, et je poursuivis. La réalité, c'est qu'en ces 30 années d'existence, l'Université Pierre et Marie Curie a construit un formidable outil de recherche, 160 laboratoires dont la moitié est associée au CNRS et un quart à l'INSERM et s'est doté d'un solide dispositif de formation, des formations généralistes en sciences qui conduisent à 19 écoles doctorales, de nombreuses formations professionnalisées. Elle délivre chaque année 150 diplômes d'ingénieurs et 300 doctorats de médecine. Elle a développé un service de formation permanente que beaucoup lui envient, et a été l'une des premières universités à se doter des nouvelles techniques de l'information et de la communication pour l'enseignement. Tout cela constitue un socle solide pour faire entrer l'université dans le 3e millénaire. Je constatais que la relative désaffection des étudiants pour les filières scientifiques, même si elle était moins marquée dans notre université, posait problème, de même que la diversification du recrutement des étudiants nous créait des obligations supplémentaires. Tout ceci nécessitait l'adaptation des filières de formation pour qu'elles soient plus lisibles. Je proposais qu'elles soient constituées de blocs, facilement identifiables, les ECTS européens, transférables non seulement pour les étudiants de notre bassin de recrutement, mais également pour les étudiants qui voulaient venir de province et de l'étranger pour se former dans notre université. Cette lisibilité accrue des filières devait s'accompagner d'une orientation et d'un accompagnement renforcé des étudiants, en particulier dans le premier cycle. L'université possédait bien sûr un service dans ce domaine, le centre d'accueil, d'information et d'orientation, dont les moyens pouvaient être accrus, mais j'estimais que les universitaires devaient d'abord s'associer plus étroitement à cette mission pour aider les étudiants à définir très tôt leurs objectifs de carrière professionnelle et leur parcours de formation. Je comptais donc généraliser la constitution d'équipes pédagogiques et renforcer celles qui existaient. Constituée d'enseignants, de personnel technique et administratif d'appui, la direction de l'université les doterait des moyens nécessaires pour une durée relativement longue, par exemple celle du contrat d'établissement. Elle deviendrait le lieu où pourrait se faire la répartition équitable des tâches d'enseignement dans le temps, et où le dialogue avec les étudiants serait renforcé. Ce serait également le lieu adéquat pour procéder à l'évaluation des enseignements. Je constatais que l'intégration des étudiants résultait certes de la qualité des contacts qu'ils avaient avec les enseignants au sein des structures pédagogiques, mais aussi d'avoir des activités sportives, des activités culturelles, l'accès aux services en ligne de l'université, aux bibliothèques et de disposer des moyens informatiques qu'ils n'ont peut-être pas chez eux. Il s'agissait aussi de leur procurer des lieux de vie adéquats, pour qu'ils puissent se socialiser entre eux et avec l'ensemble de la communauté universitaire. Je voulais que l'université mette en place des dispositifs pour permettre à ceux qui désiraient faire des stages à l'extérieur de l'université, dans l'industrie ou à l'étranger, de le faire en plus grand nombre. J'étais persuadé qu'il ne pouvait y avoir de formation universitaire de haut niveau sans recherche de qualité, mais qu'il n'y avait pas de recherche de qualité sans évaluation extérieure. J'approuvais le fait que dans notre université l'évaluation des structures associées au CNRS relevait du Comité national de la recherche scientifique et faisait sienne l'évaluation des unités INSERM par les commissions spécialisées de cet organisme. Je rappelais que pour la préparation du dernier plan quadriennal, j'avais participé à la mise en place du dispositif qui avait permis à l'université d'avoir une évaluation externe de ses structures propres. Tout ceci serait poursuivi si j'étais élu. J'insistais sur le fait que le rôle de l'université en matière de recherche n'était pas de rajouter une couche administrative supplémentaire sur celle qui existait déjà, mais d'aider à la structuration et au maillage de la recherche au sein de l'université par l'aide à l'acquisition de moyens lourds et mi-lourds, et par l'attention portée à leur répartition équitable et complémentaire entre les différents sites. Structurer la recherche de l'université, c'était aussi, de mon point de vue, veiller au renforcement des contacts transdisciplinaires. Je rappelais que depuis plusieurs années, j'avais organisé des rencontres informelles entre médecins, biologistes, chimistes et physiciens,
dernièrement entre des généticiens et des informaticiens et que je continuerai par exemple dans le domaine de l'imagerie médicale et cellulaire. Cette structuration dépassait aussi l'université. Il fallait veiller à sa place dans l'espace régional, et ne pas se contenter, même si elles étaient importantes, des relations avec les institutions de recherche du quartier latin. Le Collège de France, l'École normale supérieure, le Muséum et les universités Paris 7 et Paris 5 avec lesquelles nous avions des complémentarités, étaient aussi clairement appelés à être nos concurrents. Le maillage de la recherche valait aussi pour l'étranger, et en particulier l'espace européen. C'est pourquoi il était dans mes intentions de renforcer la politique des relations internationales. J'avais bien conscience que ma tâche principale pendant les 5 années du mandat allait être d'aider à l'émergence de jeunes équipes de recherche. En effet, notre université entamait un cycle de renouvellement accru de ses personnels, avec des rythmes de recrutement à l'université, au CNRS, à l'INSERM tout à fait conséquents. Ceci constituait une chance pour l'université, mais c'était aussi un pari considérable car nous devions nous garder des nombreux prédateurs jaloux que la France est encore une université de taille internationale. Il était vital pour nous de donner à ces jeunes l'opportunité de structurer leurs recherches et leurs activités de formation. C'était à mes yeux la condition indispensable pour que nos laboratoires anciens, réputés et glorieux, puissent sans problème s'inscrire dans l'avenir. J'avertis l'Assemblée que je saisirai le Conseil scientifique dès mon élection, pour créer des dispositifs permettant à ces jeunes équipes de faire leurs preuves. L'enseignement, les formations, la recherche, ce sont d'abord les personnels de l'université qui les font. Dans toutes les responsabilités que j'avais exercées, que ce soit à la direction d'une unité associée au CNRS, ou à la direction d'un service hospitalier à l'hôpital Saint-Antoine, je m'étais préoccupé de la promotion des personnels placés sous ma responsabilité. Je serai donc extrêmement attentif, lors des négociations quadriennales avec la tutelle, à ce que des mécanismes permettant d'augmenter le nombre des promotions soient mis en place en accompagnement du dispositif de repyramidage des emplois, tout en favorisant la promotion au mérite. Je comptais veiller que ce qui avait déjà été obtenu par Jean Le Merle soit reconduit. Il était vital d'aboutir à une structure d'emploi qui soit plus conforme aux missions de notre université, tout en poursuivant la politique d'intégration des personnels hors statut. Dans les laboratoires, la majorité des ingénieurs provenaient des organismes de recherche, l'université fournissant des emplois de catégorie moins élevée et l'administration de l'université manquait cruellement d'emplois de cadres de haut niveau. C'était une situation à risque, compte tenu du redéploiement des moyens du CNRS et de l'INSERM en région. En ce qui concernait les enseignants-chercheurs, il me paraissait très important que les propositions d'ouverture d'emploi, et cela valait aussi pour la médecine, correspondent à la politique de formation et à la politique de recherche de l'université et pas aux intérêts du localisme. Je m'engageais à ce que les propositions de promotion interne prennent en considération tous les aspects du métier d'enseignant-chercheur, enseignement, recherche mais aussi les tâches collectives. L'une des obligations majeures d'une grande université étant de veiller à la formation permanente de l'ensemble de ses personnels, il fallait être attentif à l'acquisition des nouveaux outils de la science par la communauté universitaire. L'institution devait s'approprier les nouvelles techniques de la communication et de l'information dans leur dimension de service pour la recherche, pour l'enseignement et pour la gestion. Notre université devait avoir une politique plus volontariste de formation des managers, adaptée à tous les niveaux de responsabilité. J'indiquais que le groupe de travail qui suivait, pour la présidence, le désamiantage et la rénovation du campus Jussieu, devait être réorganisé parce que la démocratie ne se cantonne ni à l'Assemblée des édiles, ni à l'élite syndicale. Les besoins des étudiants qui jusqu'à présent avaient été peu associés au processus, devaient être pris en compte. Le groupe de travail des directeurs du FR qui avait fait une proposition générale de réorganisation des activités, à l'issue de la rénovation serait renforcé. Ce plan qui avait été validé par le conseil d'administration, constituait une bonne base de départ. Mais il ne présumait en rien de la vitesse du chantier, et d'ailleurs ce n'était pas sa vocation. Je souhaitais que le chantier soit accéléré radicalement.
Pour ce faire, il ne suffirait pas d'attendre tranquillement que l'université voisine quitte Jussieu. D'ailleurs, j'ai toujours considéré qu'établir ses objectifs en fonction de la bonne volonté des autres était fort dangereux. Il nous fallait donc absolument trouver des locaux tampons supplémentaires. L'établissement public en charge du désamiantage et de la réhabilitation des locaux n'avait aucune légitimité pour décider du contenu de ce qui serait installé dans les surfaces rénovées. Pour cela, j'ai indiqué à l'Assemblée que le président de l'EPCJ avait accepté qu'un chargé de mission de l'université puisse être présent, en tant que de besoin, voire en permanence, en son sein. Il aurait pour mission d'assurer la liaison entre l'établissement public et l'université, et de veiller à ce que la réoccupation des locaux se fasse dans de bonnes conditions. Il serait aussi associé à toutes les affaires liées à l'accélération du chantier. Par ailleurs, il n'était pas question pour moi d'attendre 5 ans comme certains le suggéraient, pour renforcer la sécurité des installations actuelles. Je comptais dans ce domaine poursuivre la politique qui avait été entreprise par Jean Lemerle, et veiller à ce que les locaux des facultés de médecine soient eux aussi sécurisés. Enfin, il était indispensable de poursuivre l'effort d'adaptation des locaux existants pour améliorer l'accueil des étudiants et adapter les laboratoires. Je terminais par ma conception de la vie démocratique au sein de l'université. Les conseils devaient être plus crédibles, et mon souhait était qu'ils soient plus étroitement associés à la définition de la politique de l'université. Pour ce faire, j'ai proposé que des sessions soient réservées aux questions de politique générale de l'université, l'une à l'automne pour la révision des effectifs enseignants et l'autre en janvier sur les questions de stratégie et d'objectifs plus politiques. En janvier, n'étant pas bousculé par les nécessités du quotidien et au décours des fêtes de fin d'année, la discussion serait plus paisible. Le bureau aurait comme tâche essentielle d'animer ces conseils, c'est-à-dire de proposer les ordres du jour, de vérifier qu'ils se réunissent bien aux périodes adéquates et qu'ils suivent ce qu'il était advenu de leurs décisions. Je proposais de créer des directoires chargés de suivre les dossiers au plus près pour m'aider à leur préparation avant de les soumettre aux différents conseils, car naturellement, la plupart des membres des conseils ayant une activité professionnelle ou d'études, on ne pouvait pas leur demander plus que l'examen des éléments d'information mis à leur disposition pour leur permettre de délibérer en toute connaissance de cause. J'ai ensuite présenté la vingtaine de personnes constituant l'équipe présidentielle. La moitié provenait de l'équipe de Jean Lemerle, mais je n'ai pas comme lui cultivé l'art du consensus car je préférais une équipe soudée, et je comptais bien que l'opposition qui ne manquerait pas de se cristalliser si j'étais élu nous évite des compromis vaseux. J'avais d'ores et déjà de solides opposants dans la place. J'ai redit ma certitude que la démocratie dans l'université n'était pas réservée à ses instances de direction. Elle devait aussi se décliner dans les différentes structures, et que plus largement il convenait d'associer l'ensemble des personnels et des étudiants aux décisions. Je savais qu'il y avait un déficit important à ce niveau, qui était en particulier ressenti par les plus jeunes. Savoir n'est rien, imaginer est tout, c'est en ces termes que la fée d'Anatole France apostrophait Sylvestre Bonnard, membre de l'Institut, et j'ai souhaité imaginer avec toute la communauté l'université pour demain. À l'issue de cette présentation, mon concurrent put faire une proposition alternative. En réalité, il était le candidat de certains directeurs du FR qui considéraient que mon programme, public sur le net depuis plus d'1 mois, mettait en danger leurs prérogatives. Il avait copieusement pompé ce programme sauf sur 2 points. Il mettait les UFR au centre de son dispositif. Il refusait l'unification du concours d'entrée en médecine et par là le regroupement des 3 facultés de médecine. Visiblement, il connaissait mal dossier amiante. Il commit en outre l'erreur de s'en prendre à Jean Lemerle en ces termes. J'ai eu de la part de Monsieur le Président Lemerle une assurance de neutralité, et en réalité j'ai eu en face de moi non pas un mais 2 adversaires et je dois dire que ma campagne a été émaillée de pas mal de bâtons dans les roues qui l'ont rendue difficile. Il poursuivit. Je comprends très bien que faire de cette élection un combat droite-gauche était favorable à mes adversaires, mais la réalité est beaucoup plus simple et prosaïque, il y a 2 candidats, tous les 2 de gauche, dont les opinions politiques sont assez voisines. Et à propos de la sécurité il s'en fera. J'ai été nommé par M. Bernard Kouchner, vice-président du Conseil supérieur d'hygiène d'Île-de-France, au moins lui ne me considère pas comme un homme de droite.
J'ai soigné des enfants qui avaient des cancers à la suite de Tchernobyl, j'ai vu un grand nombre de mésothéliome, je sais que ce sont des maladies épouvantables. Mais rien de concret à ce sujet pour Jussieu. Enfin, il n'avait pas d'équipe car disait-il, « Je ne veux pas acheter la voix de ceux qui m'ont fait confiance et je respecte le choix de ceux qui ont préféré pour diverses raisons, ne pas faire état publiquement du soutien qu'ils me portent. » Il n'avait guère d'avantage sur moi que sa naïveté, et d'avoir été formé à l'école polytechnique. Lorsque la parole me fut rendue pour clore les réponses aux questions, je déclarai que je ne l'avais pas autorisé à faire état mes opinions politiques, que tout le monde connaissait par ailleurs fort bien. Nous n'étions ni à l'élection du président de la République, ni à celle du maire de Paris. L'important, ai-je dit, n'est pas de sortir de Polytechnique, mais de sortir de l'ordinaire. Plusieurs questions eurent trait aux études avec des interrogations sur la réussite et les sorties professionnalisées. J'ai expliqué que notre université était particulière dans son profil, mais que contrairement à une idée reçue, elle était extrêmement élitiste. Elle formait environ 700 thésards par an, mais en même temps elle ne faisait pas de sélection à l'entrée. Elle avait donc forcément une contradiction à régler. J'ai indiqué que l'UPMC avait une autre caractéristique. Elle formait autant d'étudiants dans ce qui était alors le 3e cycle qu'elle en formait dans le premier. Un examen plus attentif montrait un double mouvement. Les étudiants qui entraient en première année universitaire en sortaient majoritairement avant le DEA, alors que des étudiants y entraient en maîtrise, voire en DEA, en sortaient thésards ou titulaires d'un DESS. Ce mouvement, sain en lui-même, ne devait pas être la règle. Il convenait donc de créer les conditions pour que des étudiants entrés dès la première année de DUG à l'université puissent en sortir avec un doctorat s'ils en avaient les capacités. Pour moi, il ne devait pas y avoir deux populations d'étudiants, ceux qui sont condamnés à rentrer en bas pour sortir tôt et ceux qui rentrent haut pour sortir encore plus haut. À une question plus précise sur ma conception des relations avec le monde économique, j'ai répondu très exactement ceci. Je ne considère pas la spécialisation des formations en vue d'un débouché dans la vie active comme quelque chose qui relève du traitement de l'échec. Je pense que les étudiants doivent se construire un projet professionnel, et que si pour des raisons variées, certains ne voulaient pas ou ne pouvaient pas faire des études longues, il fallait mettre en place des dispositifs qui permettent des sorties professionnalisées. Si le dispositif universitaire ne sert pas à former des étudiants qui trouvent du travail dans la vie sociale, je ne sais pas à quoi il sert. Le patronat fait son travail, il ne fait pas le même métier que nous mais nous pouvons discuter aussi avec lui en toute indépendance. L'industrie développe des processus. Il y a des endroits où il y a du travail. Nos étudiants ne sont pas uniquement destinés à remplacer les professeurs de catégorie exceptionnelle, qui partent à la retraite. Cela peut avoir été le cas dans le passé, mais CE finit depuis une bonne quinzaine d'années. Il en va de même pour les étudiants qui sont dans nos laboratoires de recherche. Nous sommes donc obligés, que nous le voulions ou non, de les préparer à entrer dans la vie active à tous les niveaux, et il faut effectivement y mettre les moyens. Cette université a été pionnière dans ce domaine. Ceci n'exclut pas que nous ayons un œil critique sur nos dispositifs et d'ailleurs personne ne nous a demandé de vendre notre âme quand nous organisons des formations professionnalisées. Nous savons les expertiser et si elles ne sont pas correctes, nous pouvons les adapter et les modifier. Plus nous serons capables d'organiser ces formations, plus nous attirerons des étudiants vers le secteur scientifique et plus notre université pourra trouver des étudiants de bonne qualité pour faire aussi de bons professeurs d'université et d'excellents chercheurs. 32. Certains étudiants souhaitaient que se développe le paritarisme. Je leur ai répondu qu'en plus des activités qui favorisent l'intégration des étudiants, et dont j'avais parlé, je considérais que les activités associatives et le syndicalisme étudiant étaient nécessaires de façon à ce que les étudiants trouvent des lieux où ils puissent s'affronter aux réalités de la vie sociale. Le syndicalisme n'est ni de droite ni de gauche, c'est la défense des intérêts matériels et moraux bien compris des gens. Certes, toute la nuance entre les uns et les autres réside dans le bien compris, mais je crois que ces activités doivent être favorisées. Peut-être faut-il trouver des dispositifs adéquats. D'autres étudiants proposaient que l'on constitue des commissions pédagogiques. Je n'y étais pas hostile,
Mais les équipes pédagogiques me semblaient le lieu où les étudiants pouvaient le mieux faire part de leurs réflexions. En réponse à la représentante de l'INSERM qui m'interrogeait sur les relations avec les organismes de recherche, j'ai indiqué que notre université revendiquait une indépendance certaine vis-à-vis de ses partenaires, mais que je souhaitais l'établissement de relations partenariales renforcées. J'ai rappelé que nous avions été la première université à signer une convention générale avec l'INSERM, que j'avais été associé étroitement à sa préparation, et que les ministères auraient préféré que nous nous mettions directement sous leur houlette pour le faire. J'ai indiqué que je serais particulièrement attentif à maintenir notre indépendance, et qu'en ce qui me concernait je souhaitais renforcer l'autonomie de notre université. D'ailleurs, avec l'INSERM, nous avions mis en place un comité de liaison qui se réunissait 2 fois par an pour examiner nos politiques respectives et le devenir de nos laboratoires. Mais la recherche est une activité qui nécessite une très grande indépendance des chercheurs, et je considérais que l'une des missions de l'université était de garantir cette indépendance. Ce qui ne signifiait pas qu'ils puissent faire n'importe quoi, et que nous ne les incitions pas à valoriser les résultats de leurs recherches. J'ai rappelé à ce propos que la recherche n'est pas uniquement fondamentale, elle est aussi technologique, et que les deux étaient à développer. Par rapport aux relations avec les entreprises, j'ai aussi indiqué que la politique menée par l'UPMC à travers sa DRITT 33 visait à ce que les relations avec les entreprises soient menées d'égal à égal. Les représentants de la CFDT et les indépendants souhaitaient plus de précisions sur mes propositions concernant les promotions. J'ai répété que nous devions obtenir plus de promotions pour les personnels d'appui aux fonctions universitaires. Cela signifiait clairement une discussion avec le ministère. Pour obtenir plus de promotions, il nous fallait d'abord obtenir un rapport promotion interne, promotion externe plus favorable car l'UPMC était victime de sa taille. D'autre part, j'ai rappelé que la pyramide des grades n'était pas convenable, et j'ai promis alors de regarder attentivement les résultats de la commission de travail sur l'adéquation emploi-qualification que Jean Lemerle avait mise en place pour voir quelles mesures spécifiques de transformation d'emploi il convenait de réclamer lors des négociations avec le ministère. Mais l'UPMC ne pouvait pas gager trop d'emplois de basse catégorie, au détriment de l'intégration des personnels hors statut. Je fus par ailleurs interrogé sur mes projets vis-à-vis de la composante médicale. J'ai rappelé le gâchis humain engendré par le concours d'entrée en médecine. J'ai constaté qu'au lieu de revenir à une sélection progressive, le gouvernement avait réussi le tour de force de rendre encore plus ardue la validation des acquis pour ceux qui n'étaient pas reçus au concours sans avoir pour autant démérité. J'ai rappelé qu'il était antinomique de renforcer la médicalisation et d'espérer accroître la réorientation des étudiants non reçus vers les filières scientifiques. Je comptais avant tout réunifier les 3 concours en un concours commun pour l'ensemble des étudiants de l'université, et en discuter rapidement avec les étudiants. Je souhaitais que la réforme du 2e cycle des études soit faite de façon concertée, car la situation était devenue ubuesque. Comme les programmes étaient différents, les étudiants en médecine voyaient limiter leurs possibilités de mobilité à l'intérieur même de l'université. À l'époque, je pensais que l'unification des programmes était un prérequis indispensable à la réunification des 3 facultés de médecine. En fait, l'unification des programmes en sera la conséquence. En ce qui concerne les relations de l'université avec le ministère, j'ai rappelé que j'aurais à gérer une université. Je devais donc prendre en compte la réalité des textes et respecter un certain nombre de règles. Dépendre de la tutelle pour toute une série d'aspects de la vie de l'université ne nous empêchait pas de garder notre quant à soi, de porter une certaine appréciation sur les réformes et les textes proposés par le gouvernement et de faire des contre-propositions. Quant à la solidarité avec les autres universités, j'étais d'accord avec ce principe et en particulier avec les petites universités, mais leur défense ne devait pas signifier l'affaiblissement du potentiel de la nôtre. Je reçus publiquement le soutien du SGENCFDT, du SNESUP, du SNCS et de l'UNEF, les autres ne s'exprimèrent pas. De tous les syndicats, SUD fut le seul à déclarer qu'il ne participerait pas au vote. L'issue du scrutin fut sans surprise pour moi. Au décours de mes rencontres, j'avais fait le point à intervalles réguliers avec Dimitri Leka,
et notre évaluation se révéla exacte à une voix près. J'obtins 79 voix contre 36 à mon adversaire et 11 abstentions, soit 9 voix de plus que la majorité requise pour être élu au premier tour. Certains, censés avoir voté pour moi, avaient espéré qu'un second tour serait nécessaire. J'en eus confirmation lors de confidences d'un membre du SNCS à un de mes amis à qui il déclara « Le SNCS, largement physicien, pesait alors 10 voix à l'Assemblée. Gilbert a obtenu 79 voix, alors qu'il lui en fallait 70, nous n'avons pas pu éviter qu'une ou deux voix du SNCS se perdent. Non seulement ils n'avaient pas pu, mais je reste persuadé qu'ils ont tenté d'organiser ma mise en ballottage pour négocier avec moi entre les deux tours la composition de l'équipe présidentielle. L'ambiance était joyeuse dans la salle, ce qui n'était pas le cas d'un amphithéâtre voisin où les débats étaient retransmis en direct, et où s'étaient regroupés mes opposants pour manifester bruyamment contre moi. Leur figure se décomposa au fur et à mesure du dépouillement. Je repris brièvement la parole pour remercier le président sortant pour tout ce qu'il avait fait pour l'université, et assurer ceux qui m'avaient élu que je mettrais en œuvre le programme annoncé. La mise en place de l'équipe présidentielle. J'ai cohabité un mois avec Jean Lemerle. Il n'a jamais levé le pied jusqu'à son départ, mais dès mon élection, il m'associa plus étroitement encore à tous les dossiers, et accepta que Sophie s'installe au secrétariat de la présidence pour commencer à prendre en main les dossiers, étant entendu que je conserverais jusqu'à sa mutation en province sa secrétaire Martine Gondrexon, avec qui je m'entendais fort bien. Il m'introduisit au sein du Collège des universités de Paris, où je fus chaleureusement accueilli par Georges Molinier et Michel Kaplan, président des universités de la Sorbonne, et par Bernard de Montmorillon, président de Dauphine. Parallèlement, j'ai mis en place mon équipe. J'avais décidé de prendre un chef de cabinet qui ne soit pas du milieu universitaire. Mon choix s'était rapidement porté sur Roselyne Bigot, dont j'avais fait la connaissance quelques années auparavant alors qu'elle s'occupait des opérations internationales au Secours populaire français. Je savais par un de mes amis, resté en relation avec elle, qu'elle était disponible. La feuille de route que j'avais proposée à Roselyne était rude. Comme je voulais une équipe resserrée, il y avait peu de monde à la présidence proprement dite. Il lui fallait organiser le travail du secrétariat, suivre et contrôler sa réalisation et en particulier veiller à la constitution de mes dossiers et à leur classement, recevoir mes appels, les synthétiser par notes écrites et me les transmettre. Elle aurait à assurer mes relations avec les responsables des directoires et le secrétaire général, et devait veiller à assurer une bonne coordination avec le service des relations extérieures. Elle superviserait la communication, institutionnelle et scientifique avec des partenaires intérieurs et extérieurs, et coordonnerait la rédaction du journal de l'université. Elle devrait en définir les priorités, fixer le programme des actions et des moyens de communication, définir les cibles en vue de la réalisation des supports et des produits de communication, veiller à l'évolution des pages web relevant de la présidence. En outre, elle devait m'assister dans les relations au sein de l'université avec les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les syndicats, personnels et étudiants, les responsables des composantes, des services opérationnels, des services administratifs, vers l'extérieur avec les universités françaises et étrangères, les institutions nationales et internationales, les divers organismes travaillant avec l'université Pierre et Marie Curie, les entreprises, les médias. Elle devait écouter et analyser les demandes des scientifiques et des étudiants, faire valider les objectifs scientifiques ou culturels dans les projets de grande taille, obtenir l'adhésion et la participation des acteurs, des partenaires, des réseaux. Roselyne Bigot fut pour moi une collaboratrice précieuse et un élément essentiel pour la réussite de mon mandat. Elle occupait en fait des fonctions hybrides entre chef et directeur de cabinet. Tout passait par elle, et elle sut contenir tous les secrétaires généraux dans leurs fonctions prévues par la loi. Pour éviter des tensions avec celle qui occupait des fonctions analogues auprès de Jean Lemerle, et qui avait pris fait et cause contre moi, elle s'installa au secrétariat de mon laboratoire jusqu'à ma prise de fonction. La prise de responsabilité fut rude. Les responsables de certains services qui occupaient des positions de pouvoir dans les hiérarchies syndicales locales ne lui pardonnaient pas de venir du secteur privé,
Dans une vie antérieure, elle avait travaillé dans une entreprise de transport de marchandises. Son passage au Secours populaire français ne lui servait en rien compte tenu des conditions dans lesquelles s'était fait son départ. Elle avait une énorme capacité de travail, et elle sut avec patience, sans jamais céder à la démagogie facile, qui est hélas le sport favori des universitaires, se faire apprécier par tous. Sans elle, je n'aurais pas pu conduire à bien toutes les transformations que j'ai impulsées à l'université ni traverser, somme toute sans trop de dommages, les gros vents auxquels nous allions être confrontés. L'équipe que j'avais mise en place autour de Nicole Bernard pour la campagne sera complétée rapidement, car j'avais décidé de mener l'année 2001 sur un rythme soutenu, condition essentielle à mes yeux pour gagner les élections générales des 3 conseils prévues l'année suivante. Patrick Porcheron, que j'avais chargé d'impulser la réforme pédagogique, constitua rapidement le directoire des formations. Sur mon conseil, il prit avec lui comme directeur des études un maître de conférence, syndicaliste chevronné, Michel Barra, qui fit merveille dans ses contacts avec les étudiants. Un biseau avait été organisé avec l'ancien responsable des formations. Il se révéla bien inutile car les dossiers qu'il nous légua sur cet aspect fondamental de la vie universitaire étaient désespérément vides. Tout était dans les UFR, c'est-à-dire pas grand-chose. Le deuxième dossier chaud concernait l'obtention d'arbitrages solides sur l'avenir du campus, dans un contexte pas forcément favorable à notre université. Comme je m'y étais engagé, j'avais confié une charge de mission à un élu des chercheurs sous l'étiquette du SNCS pour qu'il réalise la jonction entre l'université et l'EPCJ chargé de la rénovation du campus. Mais comme ma confiance en lui était limitée, je l'ai rapidement mis en binôme avec Jean Gerdou, qui cornaquait la commission des directeurs d'UFR du campus. Enfin, je chargeai Michel Stickel, ancien de l'équipe de Jean Lemerle, de prendre en main toutes les affaires concernant la sûreté et la sécurité du campus. Je confiai à René Alt, ancien directeur de l'UFR d'informatique, la responsabilité de superviser l'ensemble des moyens, budget, emploi et travaux. Pour l'aider dans cette tâche, j'avais conservé Dimitri Leka qui devait prendre sa retraite à mi-mandat et constituer une véritable mémoire des pratiques de l'université. Il devait être rejoint rapidement par Maurice Renard, ancien directeur de l'UFR de géologie, puis plus tard par Jean-Marc Valéry, l'ancien directeur de l'UFR de chimie. Pour compléter les charges de mission, j'avais recruté Laurent Petit pour superviser la myriade de services chargés des nouvelles technologies informatiques et de l'environnement numérique de travail des services de gestion et de l'administration. J'avais annoncé avant mon élection que je changerais la responsable de la recherche. Celle qui officiait aux côtés de Jean Lemerle représentait à mes yeux l'archétype de l'immobilisme et de la politique de guichet. Dans un premier temps, j'ai gardé la haute main sur la politique de recherche. Depuis le précédent contrat, notre université s'était dotée à ma demande d'un directoire de la recherche, dont la mission était de préparer les dossiers à la fois pour la présidence de l'université et pour le conseil scientifique. Mais il n'avait vraiment fonctionné que dans le secteur des sciences de la vie et de la santé, dont j'avais la responsabilité. Je l'ai élargi à des personnalités qualifiées pour la préparation du volet recherche du contrat quadriennal, et j'ai fait appel à des experts extérieurs pour l'évaluation des projets. Je souhaitais conserver une expertise autonome à la fois sur la pertinence scientifique et sur l'adéquation des objectifs de recherche des laboratoires avec les orientations stratégiques de l'université, afin de nous aider dans les négociations avec les organismes de recherche et l'État. Une des premières mesures fut de constituer un fonds à la présidence pour aider à l'émergence de jeunes équipes, à l'acquisition de gros équipements communs ainsi qu'au lancement d'appels d'offres sur des thématiques spécifiques. J'avais renouvelé Luce Aboif comme vice-présidente du secteur sciences, et je lui ai demandé d'animer le directoire de la recherche avec l'aide de Jean-Claude Boucaud pour le secteur des sciences de la vie. Enfin, je voulais mettre en œuvre l'unification de la composante médicale. La création d'une faculté solide pouvant contenir les appétits des réactionnaires de l'Université Paris V qui rêvaient de recréer la grande faculté de médecine de Paris, était en outre le seul moyen à mes yeux de rendre nécessaire une réforme de grande ampleur des études médicales. Ce fut Jean Chambaz qui dans un premier temps se chargea du dossier.
J'avais pris Alain Deloche, chirurgien et grand spécialiste du monde humanitaire, comme vice-président du secteur médecine, pour conforter la faculté Broussais-Hôtel-Dieu, mais il était très pris par ses fonctions hospitalières et par ses actions internationales. Je l'ai rapidement remplacé par Bruno Rioux, le responsable des urgences de la Pitié-Salpêtrière. J'avais également gardé de l'ancienne équipe les personnes en charge des relations internationales, de la formation permanente et des relations industrielles et demandé à Annette Roche, l'ancienne directrice du département des sports, de conduire une étude sur la vie sociale et culturelle à l'université. Tout ce petit monde, une vingtaine de personnes, se retrouva avec moi, Roselyne et les 2 secrétaires généraux en séminaire d'une journée à Gif-sur-Yvette, au centre de formation continue de la CGT dont j'avais loué le dispositif par l'intermédiaire d'un de mes amis pour discuter des objectifs de la première année, de la stratégie à déployer et de la tactique à mettre en œuvre pour y parvenir. Chapitre 2 sur 2002-2003. Nouvelle stratégie pour l'UNIVERSITE. At the beginning of the 20th century, Nicholas Murray Butler launched his astonishing 43-year tenure as President of Columbia University by defining the modern research university. In these modern days, he said, the university is not apart from the activities of the world, but in them and of them. It deals with real problems and it relates itself to life as it is. In 1902, American universities were entering a century of growth and significance that would have been unimaginable then, perhaps even to Butler. Yet he sensed that the university could not function as a private sanctuary operated for the benefit of the few admitted to it. Universities were a public trust with a role to play in world affairs. Consequently, every legitimate demand for guidance, for leadership, for expert knowledge, for trained skill, for personal service, it is the duty of the university to meet. There was no place for what Butler called academic aloofness. Scholarship had to be tied to human needs. The world is forever changing and raising new problems. A great university, accordingly, must continually reorient itself as the world turns. My sense is that we are at a point when a significant reorientation must occur in what we teach and research, and in how we conceive of engagement with the world. The change over the past decade, the end of the Cold War, the emergence of new forms of mass communication, expansion of trade and markets, experiment with democracy, conflict over the deepest of human beliefs and intermixing of people and culture on an unprecedented scale, it and more have ushered in a world of baffling complexity. Lys et Bollinger, The Financial Times, novembre 17, 2003. La mise en route d'une réorganisation de la médecine. Sitôt élu, je me suis signalé au ministre Jack Lang à propos de la médecine. L'angle d'attaque que je pris fut le projet de réforme de la première année des études médicales qu'il venait d'évoquer devant la conférence des présidents d'université. Le temps manquant pour la discussion, je lui avais reproché l'absence de concertation avec les présidents et dit mon inquiétude devant un projet que j'estimais inadapté et dangereux. Il m'avait recommandé de lui faire une note sur ces problèmes. Dans le courrier que je lui adressais, je faisais remarquer que le système hospitalo-universitaire français était en crise depuis plusieurs années alors que, et ce n'était pas le moindre des paradoxes, la recherche médicale était en pleine croissance avec des enjeux économiques et sociaux majeurs. Je lui signalais que les laboratoires de l'INSERM et du CNRS se dépeuplaient de leurs médecins, et que les disciplines fondamentales avaient du mal à recruter des jeunes médecins de valeur. Je lui indiquais que les restructurations hospitalières pesaient lourdement sur le système universitaire médical. Bien que rien dans les textes n'en fasse l'obligation, un praticien hospitalier ne pouvait occuper un emploi de chef de service dans un hôpital universitaire s'il n'était pas professeur des universités. Dès lors, en ces temps de restructuration forte, l'intérêt des décideurs hospitaliers primait sur les objectifs d'enseignement et de recherche qui étaient purement et simplement sacrifiés. Ceci était paradoxal eu égard aux charges respectives des uns et des autres. L'égalité entre les deux employeurs, éducation nationale et santé, n'existait plus puisque le salaire était purement universitaire, les émoluments hospitaliers consistant en une prime certes élevée, mais non soumise aux prélèvements sociaux.
Si l'on considérait le volume de travail fourni par l'ensemble des hospitalo-universitaires, le différentiel était en faveur de l'hôpital dont la participation à la masse salariale était très nettement inférieure à celle de l'université. Les institutions hospitalières faisaient pression pour que des emplois soient créés dans les disciplines les plus cliniques, c'est-à-dire celles où la part du travail hospitalier est la plus forte, aggravant ainsi le déséquilibre. Les disciplines fondamentales subissaient depuis une dizaine d'années un véritable étranglement et ce d'autant plus que, dans ce secteur, l'apport des nouvelles technologies avait permis des gains de productivité considérables à l'hôpital. Ces gains justifiaient dès lors, pour les instances hospitalières, la suppression d'emplois. Des corps de contrôle de la santé avaient été jusqu'à demander à certains hôpitaux de suspendre les émoluments hospitaliers de professeurs de disciplines fondamentales. Imaginez-les-moi, lui ai-je écrit, si les corps de contrôle de l'éducation nationale proposaient la suspension des traitements des cliniciens qui font un enseignement négligeable en volume? Le fait que les impératifs hospitaliers primaient sur les considérations universitaires pour le recrutement des enseignants rendait impossible toute politique scientifique, à moyen et à long terme, l'université ne pouvant plus maîtriser correctement l'évolution de l'encadrement des unités de recherche par les professeurs des facultés de médecine. L'un des aspects pervers du dispositif résidait dans la prétention marquée des structures hospitalières et du ministère de la Santé de piloter la recherche des structures universitaires liées, peu ou prou, à elles pour s'en servir comme faire-valoir auprès des décideurs politiques réalisant les arbitrages budgétaires. La cogestion de la révision des effectifs par les conseillers médicaux des ministères de tutelle avec les doyens des facultés de médecine rendait vain tout effort d'intégration des emplois des universitaires des médecins dans la politique de l'université. La gestion des carrières et les procédures de recrutement en médecine restaient encore ésotériques. Pour les recrutements, tout était ficelé à l'avance. On se plaint souvent du localisme des recrutements universitaires. Mais que dire de la médecine où les marges de manœuvre sont étroites voire nulles, sans possibilité de compétition sur les emplois publiés, le CNU ne pouvait que les empêcher. En revanche, un petit potentat local pouvait bloquer une opération scientifique majeure car la procédure était entièrement entre les mains des doyens. A contrario, les promotions, verrouillées au niveau national, renforçaient le poids des lobbies et des corporations et supprimaient toute prise en compte des investissements locaux. Recrutement cadenassé par les doyens et les présidents des commissions médicales hospitalières, promotion entre les mains des corporations de spécialité, il fallait impérativement réintroduire un échelon de régulation au niveau des universités et rendre à ces dernières le pouvoir de discussion avec les partenaires hospitaliers. 7 ans après ce courrier, cette réforme reste à faire. Je rappelais au ministre que la crise de la formation des médecins et plus généralement celle des professions de santé, patente depuis de nombreuses années, restait entière. La formation médicale n'arrivait pas à s'extraire des schémas organisationnels vieux de plus d'un demi-siècle que l'on pouvait résumer en une seule phrase. Tout pour la préparation de l'internat. Il y aurait beaucoup à dire sur les dérives qu'un tel système a engendrées, et dont la justification initiale n'est plus de mise. L'instauration d'un concours à la fin de la première année de médecine a contribué à verrouiller le cursus médical, qui ne présentait plus aucune flexibilité en matière de régulation des flux vers les différentes spécialités médicales. Il avait généré la course à l'hyperspécialisation et au rallongement démesuré des études médicales. En enfermant les facultés de médecine dans le carcan des structures hospitalières, on leur interdisait dans les faits de trouver les partenaires qui leur seraient nécessaires pour prendre en compte les contraintes actuelles de l'exercice de la médecine, stages dans les services sociaux, dans les dispensaires, dans les multiples institutions spécialisées par exemple. En maintenant leur caractère dérogatoire, on gelait les évolutions nécessaires au sein des universités. Les formations dites paramédicales étaient encore plus fortement cloisonnées, régies par de multiples numerus clausus contrôlés par autant de contraintes administratives, sans aucune souplesse quant à la régulation des flux et à l'évolution des métiers. Le système avait favorisé l'éclosion d'une myriade de corporatismes qui compliquaient à loisir les négociations statutaires. Leur contenu même était généralement très en retard quant à son niveau scientifique, eu égard aux standards internationaux.
La France restait le seul grand pays moderne à former ses personnels en dehors de l'université. Je lui indiquai que la création d'un tronc commun entre les études médicales et paramédicales n'était pas une solution. Il fallait au contraire requalifier les études médicales, pharmaceutiques et odontologiques en renforçant leurs liens avec les autres filières universitaires longues et augmenter les passerelles avec ces filières. Notre université avait par exemple décidé de co-inscrire les étudiants en première année de PCEM et en première année de DUG. Des groupes spéciaux avaient été organisés pour les étudiants non admis en deuxième année de médecine, mais ayant de bonnes performances dans les disciplines scientifiques de base. L'objectif étant d'une part de réorienter vers les sciences, mathématiques, physique, chimie, des bacheliers essayant souvent des mentions au baccalauréat, et d'autre part de créer de nouvelles filières longues dans les secteurs tels que l'ingénierie médicale et les métiers de l'environnement et de l'écologie. Mais 4 années après, il fallait bien constater l'échec de ce dispositif. Le concours de fin de première année crée un tel stress sur les étudiants qu'ils les détournent ensuite des études scientifiques. Je suggérais au ministre qu'à l'avenir, on laisse tout simplement les universités sélectionner leurs étudiants en médecine directement à partir du premier cycle, selon leurs propres modalités. Cela aurait l'avantage de mieux diversifier l'origine des étudiants, en permettant l'arrivée vers les études médicales d'excellents étudiants titulaires de baccalauréat non scientifique. L'introduction d'un peu de sciences humaines en première année de médecine n'avait été qu'un cache-misère, vite dévoyé. En ce qui concernait les études paramédicales, il était évident que l'université serait mieux à même de redéfinir des cursus souples et adaptables en fonction de l'évolution technologique que les actuelles écoles. Ces formations pouvaient trouver leur place dans le dispositif universitaire, comme c'était déjà le cas pour les filières professionnalisées des autres disciplines. Il fallait tout simplement que les technocrates du ministère de la Santé acceptent le transfert des moyens matériels et humains afférents aux universités. Un cadre national souple, qui permette aux universités qui en ont les capacités d'organiser l'orientation vers les filières scientifiques et médicales, et qui laisse aussi aux universités qui le souhaitent l'opportunité de réaliser l'orientation vers l'ensemble des formations médicales et paramédicales, telle était la solution. Certaines pourraient sans doute réaliser les deux objectifs. Ce courrier à Jack Lang restera sans suite et aujourd'hui encore l'État laisse perdurer un système stupide et abrutissant de recrutement des futurs médecins, qui laisse chaque année sur le carreau plusieurs dizaines de milliers d'étudiants. Le dernier projet consécutif à la commission BAC n'y changera rien. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? La simplicité, c'est de laisser les universités, dans le cadre de leur autonomie, déterminer par contrat leur capacité de formation et la manière dont elles pourvoiront à la diversité médicale. Là encore, je ne connais rien de mieux que l'émulation pour choisir le meilleur système. La complexité, c'est la nouvelle usine à gaz corporatiste qu'on nous concocte. Car en France, on se doit d'afficher un égalitarisme de façade. Et la positive action, c'est bon pour les Américains. Le recul sur des positions préparées à l'avance, le syndicalisme me l'avait enseigné. Notre composante médicale, qui était sans conteste la plus importante des universités françaises, souffrait de la fragmentation des moyens entre 3 entités rigoureusement étanches. Le manque de concertation obérait toute politique intelligente dans les restructurations hospitalo-universitaires. Le défaut de solidarité était délétère lors des négociations avec la tutelle. Tout cela induisait un manque de lisibilité préjudiciable à son rayonnement, que ce soit sur le plan national ou international. Faute de pouvoir réformer les études médicales, je proposais aux doyens d'unifier au moins celles prodiguées par l'université. Pour cela, je ne voyais qu'un remède, unifier la composante médicale. Pour ce chantier, j'ai reçu l'aide involontaire de nos adversaires de l'Université Paris 5, qui lorgnaient vers l'une de nos facultés. Nous n'avions pas pu empêcher des redéploiements sauvages, en interne, ce qui créait un mauvais climat. Sans la menace que fit peser sur les caciques de la Salpêtrière et les frileux de Saint-Antoine, Tenon et Trousseau, la réunification des frères ennemis de Cochin et de Necker, nous n'y serions pas arrivés. Ce fut le premier chantier de réforme que j'ai lancé. Après beaucoup de concertations, j'ai obtenu un compromis.
Une commission interfacultaire fut constituée pour proposer un plan d'intégration de l'ensemble des activités des facultés de médecine, destiné à créer une véritable école de médecine de l'université. Elle devait rendre un rapport d'étape avant l'été et un rapport définitif à la fin de l'année, mais cela prit un peu plus de temps. En tout état de cause, face au projet de l'ancien gouvernement, qui pouvait dans ce domaine fort bien être repris par le nouveau, j'avais commencé à initier un mouvement de réflexion parmi les présidents d'université sur une meilleure intégration des composantes médicales. Le débat majeur résidait dans la reconnaissance à l'université du pouvoir de négociation des conventions hospitalo-universitaires et par la réappropriation par l'université des arbitrages en ce qui concerne les emplois d'enseignants-chercheurs contre la mainmise des conseillers médicaux des ministres de tutelle. Ce dossier je l'ai mené à bien dans les deux directions que je m'étais fixées. La création d'une seule faculté de médecine qui sera actée en 2005 et la conclusion d'une convention avec l'Assistance publique de Paris que mon successeur signera peu de temps après mon départ. Il faut dire que l'arrivée à la direction de l'Assistance publique de Paris d'une personnalité aussi forte que Rosemarie Van Lerberg avait permis de débloquer bien des choses. L'adaptation du projet d'établissement, création des 4 pôles de recherche et de la direction de la recherche. Parallèlement à cette péripétie médicale, je m'étais immédiatement attaqué aux contrats d'établissement. Les contrats d'établissement entre les universités et l'État étaient relativement récents et couvraient une période de 4 années pendant lesquelles les financements étaient sécurisés. Depuis la présidence de Jean-Claude Legrand, ils englobaient également les activités de recherche. C'était donc un moment majeur de la vie universitaire. Nous avions 1 an de retard dans la procédure, puisqu'il aurait dû entrer en vigueur début 2001. Je voulais obtenir des réajustements sur le volet recherche. Début avril, j'allais présenter ma façon de voir les choses à la mission scientifique universitaire qui suivait pour le ministère de la Recherche, le processus de contractualisation. Fin mai, nous avions renouvelé avec l'INSERM le comité de coordination prévu par notre convention, et je rencontrai Jacqueline Godet en charge des sciences de la vie au CNRS pour discuter de l'avenir de la biologie à Jussieu. À cette époque, le projet de déménagement de l'Institut Jacques Monod vers Paris-Rive-Gauche avait déclenché une vague de sinistrose au sein des laboratoires de biologie du quai Saint-Bernard. Certains, Jacqueline Godet en particulier, militaient pour la constitution d'un grand pôle des sciences de la vie sur le site Paris-Rive-Gauche. J'ai donc décidé d'entreprendre une action vigoureuse pour renforcer la qualité de la recherche sur le quai Saint-Bernard, comme élément indispensable à l'équilibre des forces au sein de notre université, face à la puissance de feu des laboratoires de nos CHU et aux menaces que faisait planer sur nous un renforcement de l'Institut Jacques Monod. À l'approche des congés d'été, je m'aperçois que ma demande de réécriture du texte concernant la recherche dans le projet d'établissement autour des 4 grands pôles annoncés lors de mon élection n'avait pas été prise en compte. Les mathématiques, la physique et la chimie conservaient leur statut antérieur. Selon une habitude bien ancrée à l'UPMC, on s'apprêtait à relier ensemble les textes adressés par les directeurs du FR sans qu'aucun effort d'intégration n'ait été réalisé. J'adresse donc avant les congés, à Luce Aboif chargé de ce dossier dans l'équipe présidentielle, ainsi qu'à tous les membres du directoire de la recherche, un courrier où perce mon agacement. La lecture des différentes notes que la plupart d'entre vous m'ont données avant les vacances, celle de la directrice de l'une des UFR de mathématiques et la lecture du gros pavé de l'une des UFR de physique, m'ont renforcé dans l'idée que j'avais depuis plusieurs mois que le texte recherche du projet quadriennal ne pouvait rester en l'état compte tenu des enjeux. Lors de ma prise de fonction, j'ai indiqué que je voyais les activités de recherche se structurer autour de 4 grands pôles. Un pôle d'ingénierie, un pôle sciences physico-chimiques, un pôle univers et environnement et un pôle génome, cognitique et nouvelles thérapeutiques. Ces dénominations avaient été faites pour coller au mieux à ce qui était indiqué dans le projet remis au recteur, dans le cas de la préparation du programme université du 3e millénaire. Je prends 4 exemples. Les matériaux, l'imagerie scientifique, la liaison environnement-écologie et l'interface chimie-biologie-médecine. Il y a plusieurs façons d'envisager les matériaux,
celle des physiciens qui s'intéressent à leur organisation en termes de forces fondamentales et particulières dans le cadre des problématiques matière condensée et matière molle, celle des chimistes qui considèrent leur élaboration, leur caractérisation spectroscopique et l'étude de leurs propriétés avec de fortes implications industrielles. Mais les deux disciplines sont d'accord pour donner priorité aux recherches sur les nanostructures et les nanomatériaux, ce qui implique évidemment l'étude théorique des mécanismes fondamentaux qui les sous-tendent. Elles pensent également qu'il est essentiel que soit maîtrisée la compréhension des phénomènes liés à la réactivité des matériaux. Ces deux disciplines considèrent qu'elles sont parties prenantes dans les retombées potentielles au moins dans 3 directions. Les biomatériaux à usage médical, les nouveaux matériaux pour l'informatique rapide et les nouvelles formes de stockage de l'énergie. Il me semble donc pertinent d'afficher. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.